Aujourd'hui, je vais parler du deep learning, surtout pour les débutants, très débutants. Y en a-t-il ici qui n'ont jamais fait un cours d'IA dans leur vie? Va chier, Jess. OK. Fait que vous allez voir, ça va être vraiment beginner friendly. On va commencer avec le perceptron, un truc vieux de genre 60 ans. Donc, le plan de la présentation, si on fait l'intro, juste pour vous amener à l'IA moderne. Puis après ça, on va comme faire des trucs plus nice, c'est-à-dire de quoi qui marche. Donc, ça, on va voir les CNN, puis je vais faire une petite partie sur l'optimisation. Est-ce que vous voyez bien le Sinon, trop la bug. Yes. OK. OK. En tout cas, ça, je fais une petite partie sur l'optimisation parce que c'est un bout important du training pour l'intelligence artificielle moderne. Fait qu'on va commencer. Je vais parler beaucoup de deux bases de données dans ma présentation, donc je vais les présenter juste pour pas que vous soyez perdus. La première, ça va être Cypher10, qui est une BD canadienne. Puis en gros, c'est juste 10 classes, puis tu as des petites images 32 par 32, il faut que tu te dises c'est quoi la classe. Donc, c'est quoi de simple. Puis une plus simple, c'est MNIST, qui est américaine, je pense, qui est des petites images 28 par 28, qui est super vieille. Puis il faut que tu trouves c'est quoi le chiffre qui est écrit. Fait que c'est pas mal les DB que je vais parler le plus. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire du deep learning ou de l'intelligence en général? Bien, c'est qu'on veut classifier des choses la plupart du temps. Donc, mettons, vous avez comme plein de chiens puis plein de chats, ça serait le fun de pouvoir dire ça c'est un chat puis ça c'est un chien. Donc, en gros, on veut approximer une fonction. On ne va jamais avoir la vraie fonction. Okay? Ça, c'est sûr, on ne l'aura jamais, mais on va l'approximer. Donc, on part d'une supposition que dans l'univers, dans un très grand espace d'hypothèse, H, grand H, on suppose que ta fonction est là quelque part. Okay? C'est un espace à infinie dimension, puis infinie dimension, c'est facile à prouver. En gros, toutes les caractéristiques sont bonnes pour être une caractéristique de cette fonction-là. Donc, en gros, la seule affaire sur quoi repose le machine learning, c'est qu'il existe une hypothèse de H, que H va être à peu près pareil comme la vraie fonction. Mais si on ne dit pas aux algorithmes d'apprentissage, ils ne trouveront pas la vraie fonction avec les colimites, par exemple. Mettons un chat qui a 4 pattes, versus un chat qui a 3 pattes, si tu ne dis pas qu'un chat, ça peut avoir 3 pattes, il va dire que c'est pas un chat. C'est simple comme ça. C'est cave comme ça. Donc, OK. Donc, on va commencer par le perceptron. C'est un algorithme qui a été développé dans les années fin 50, début 60. Puis, dans ce temps-là, ce qu'on voulait, il y avait beaucoup d'études sur le cerveau. Donc, le monde se sont dit, on va prendre un cerveau, on va le mettre dans un ordi, ça va être malade. Puis, c'était pas malade, mais en tout cas, c'est la base. Donc, en gros, vous avez votre neurone ici qui va réagir à des intrants selon une proportion. Puis pour savoir c'est quoi la sortie de votre neurone, vous faites la somme de vos intrants fois vos poids, plus un biais qui est là juste pour que la fonction soit plus variée dans l'espace. Puis après ça, vous mettez ça entre -1 et 1. Là, déjà là, vous vous dites, Fred, ça ne sert à rien. C'est vrai, ça ne sert à rien. Ça fait juste des fonctions linéaires que ça peut apprendre. Donc, tant qu'à faire, tu vas sur Excel, tu fais régression, puis ça va plus vite. Fait que tu ne fais pas ça. Donc là, le monde se sont dit, on n'est pas encore prêt pour ça, fait qu'on met ça au vidange. Là, pendant 10 ans, il n'y a personne qui a continué ça, sauf 2-3 personnes bizarres. C'est pour ça que dans les années 80, on est arrivé avec le perceptron multicouche, qui était plein de petits neurones que j'ai expliqués, mais mis back-à-back. Donc, ça fait qu'on peut approximer pas mal n'importe quelle fonction. Puis là, c'était l'entraînement qui était difficile pour ces sortes de neurones-là. En gros, on fait le gradient. Je ne vais pas l'expliquer trop, j'en parler plus tard. Mais en gros, c'était compliqué. Surtout trouver une espèce de fonction de coût. Une fonction de coût, c'est dire, selon un tel intrant, puis ce que je sais, à quel point est-ce qu'il s'est trompé. Puis, comme ça, il faut la définir. En général, vous faites seulement comme c'était quoi la vraie, moins c'est quoi ce que j'ai prédit. Puis ça va faire une erreur de -1 ou jusqu'à 1. Comme ça, vous pouvez guider vos poids. Fait que je ne vais pas trop en parler, parce que je vais en parler plus tard dans les CNN. Donc, c'est hot, parce que ça peut apprendre une fonction complexe, comme le XOR, que le perceptron n'était pas capable, mais tu as beaucoup trop de paramètres. Si on prend l'exemple de Cypher10 que j'avais dit, c'est une image de 32 par 32 fois 3 channels, ça fait 3072 pixels. Ça commence à être longtemps, faire des réseaux qui peuvent supporter ce genre d'image-là. Parce que dans le temps, dans les années 80, il n'y avait même pas des Pentium.
Fait que déjà là, ça part mal. Puis, il fallait tout garder ça en RAM, ce qui était impossible. Donc là, c'était la deuxième ère glaciaire de l'intelligence artificielle où le monde se sont dit ben, les réseaux de neurones, ça ne sert à rien parce que c'est trop gros, puis on n'arrivera jamais à définir des fonctions complexes comme qu'on aimerait. Donc là, il y a d'autres méthodes qui sont apparues. Les random forests, c'en est une. D'autres méthodes qui n'utilisent pas les neurones ou les SVM qui en utilisent, mais à plus petite échelle. C'est ça qui a été à la mode pendant 30 ans, à peu près. Mais le monde savait qu'un jour, on allait retourner au réseau de neurones parce que, vu que le cerveau est fait comme ça serait cool d'avoir un cerveau dans un ordi. Donc, c'est ça. Le monde rêve. Les réseaux de neurones, c'est comme un cerveau, mais pas vraiment. Mais le mot réseau de neurones, alors le monde trouve ça cool. Okay? Il y a beaucoup de hype autour du mot. Fait que là, on arrive au deep learning. Donc, comme j'ai dit, personne ne travaillait sur les réseaux de neurones. C'était vraiment genre, la mort. Tu travaillais là-dedans, le monde riait de toi, tu te faisais juger. Sauf George Hinton puis Yoshua Bengio, qui Hinton il était à l'Université de Toronto, Bengio est à l'UDM, travaille encore là aujourd'hui. Puis c'est vraiment une vedette dans le field. Puis eux, ils ont pris des travaux faits par Yann LeCun, qui travaille chez Facebook, en France. Yann LeCun, dans les années 90, il s'est dit ben il y a trop de poids, fait qu'on va les rapetisser, on va les réutiliser. C'est ça que c'est la base des CNN, en fait. Puis lui, il avait tout dit, comment les entraîner, comment ça allait marcher. Bien, pour l'époque, les ordinateurs étaient juste pas puissants. Mais aux alentours de 2008, on a eu des GPU plus puissants qui sont arrivés, puis il y avait une volonté de la communauté de dire on va faire marcher ça maintenant. Pourquoi est-ce que les GPU, c'est important? C'est surtout parce que c'est beaucoup des calculs de matrice. Puis des GPU, c'est juste bon à ça. Fait que ça va bien ensemble. Pour les GPU, c'est surtout NVIDIA qui drive. Pour les autres, ben, ils commencent à s'intéresser, mais NVIDIA est déjà là, fait avec CUDA et cuDNN, qui sont des librairies qui s'arrêtent extrêmement vite. Donc, il y a OpenCL qui est là pour concurrencer NVIDIA, mais je ne pense pas qu'ils vont réussir. Fait que, par exemple, NVIDIA, ce qu'ils veulent vraiment, ils donnent des GPU à des chercheurs, ils sont vraiment là pour la recherche, chose que, admettons, AMD ne fait pas. Donc ici, c'est juste des articles. Ici, c'est l'article fait par Yoshua Bengio. Il a été cité 2800 fois. C'est très beau. C'est beaucoup. En général, si tu es cité 200 fois, tu te trouves cool. C'est pas mal l'article fondateur du deep learning où est-ce qu'il explique. Allô, Mathieu? Où est-ce qu'il explique comment entraîner des architectures profondes. En gros, les architectures profondes, c'est quand tu as plusieurs layers. En gros, le perceptron multicouche, oui, tu avais plusieurs layers, mais arrivé à 5, ça ne rentrait pas dans ta RAM. Là. Okay? Si on faisait les réseaux d'aujourd'hui avec seulement des perceptrons multicouches, je l'ai testé hier, ça fait 2,8 TB dans ma RAM. Genre, ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, comment réutiliser les poids? On a les CNN. Ouais, OK. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire des filtres qui vont réagir à un certain pattern. Donc, disons, on regarde une image, puis on cherche des chats. Bien, c'est quoi un chat? Ça a des petites oreilles, c'est souvent noir ou roux, ou dans ces affaires-là. On va regarder pour ces features-là. Donc, chaque petit filtre est fait pour réagir à ça. Donc, c'est ça. Donc, comme vous voyez ici, c'est des exemples de filtres. Donc, vous voyez qu'ils réagissent soit à des patterns, soit à des couleurs. Puis, plus on va monter haut dans le réseau, plus il va avoir des patterns compliqués. Mettons, on va voir, si je prends l'exemple de MNIST que j'ai parlé tantôt, dans le dernier layer, on voit un 9 hard-codé d'un poids. Bien, pas hard-codé, il l'a appris, mais c'est un 9. Puis il va dire, bien, c'est sûrement un 9 parce qu'il a réagi à ça. Donc, en gros, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va avoir notre petit filtre, mettons 3 par 3, qui ressemble à ça. Puis on va le glisser sur l'image en faisant une convolution. Une convolution, c'est vous faites la sommation en X puis en Y de votre filtre sur une petite partie de l'image, puis ça va vous donner une réponse qui va être l'activation du filtre par rapport à son input. Donc, si on prend l'exemple d'une image de Cypher10 puis qu'on passe un filtre 3 par 3 par 24, le 24 ici, c'est le nombre de filtres qu'on veut apprendre. Okay? Donc, ça va être une matrice 3 par 3 fois 24 filtres. Puis chaque filtre, on le passe indépendamment sur l'image pour avoir une réponse différente dépendant de ce qu'on cherche. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Okay? Si je demande à du monde ici, c'est quoi le filtre pour trouver un chat, il n'y a personne qui le sait. Tu sais? Mais dans le temps, on l'hard-codait et on le trouvait.
Ça a marché très longtemps. Si on pense, mettons, les SIFT ou les détecteurs de visage, comme dans les années 2005-2006, ben, le chercheur, sa job, c'est de trouver le filtre qui réagit à une face. C'était long et c'était plate. Donc, à la place, on va dire à l'ordinateur, apprends les filtres, puis moi, je m'en fous. Genre, je vais te dire, c'est quoi un chat? Ben, dis-moi le filtre, c'est quoi un chat? Donc, comme vous voyez ici, c'est l'exemple d'un réseau, comme que je vais expliquer plus tard. Mais en gros, c'est ça. On prend le petit fil, puis on le glisse, puis ça va donner plein de outputs, puis avec ça, on peut faire des décisions. Ouais. OK. Bon, ça. Une petite note, c'est que les CNN, ça ne comprend pas c'est quoi un chat, même si vous en donnez 10 000. OK? Genre, ils pensent, si on prend l'exemple d'un réseau sur ImageNet, ImageNet, c'est une BD de 1000 classes, puis on l'a entraîné jusqu'à ce qu'il y ait à peu près 96 de précision, ce qui est aussi bon que l'humain. OK? Mais si vous lui dites c'est quoi ça, bien, il va dire à 100 que c'est une anguille. Mais est-ce quelqu'un qui voit l'anguille ici? Je ne crois pas. OK? En gros, c'est que les filtres qu'il a appris, c'était surtout des patterns, c'était pas tant des couleurs. Parce qu'il a vu que la couleur n'était pas importante pour définir une anguille. Donc, à la place, il se fie juste au contour, puis là, il pense que ça, c'est une anguille. Donc, en fait, oui, si vous sortez de son contexte, bien, un CNN, il ne saura pas c'est quoi. Si je prends l'exemple de YOLO, qui est un réseau ultra connu, ultra populaire, bien, quand on l'a entraîné, on a seulement donné des avions dans le ciel. Mais un avion à terre, sur la piste d'atterrissage, bien, c'est un char. Parce qu'il n'a pas compris c'était quoi. Non, un petit point sur comment est-ce qu'on fait l'entraînement. En gros, on va faire une descente de gradient. Et oui, bon, une descente de gradient, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste que vous suivez le gradient de votre fonction de perte que j'ai expliqué tantôt. Donc, ça. Vous avez votre fonction de perte, puis dans un espace à x dimensions, bien, vous pouvez modéliser cette fonction-là. Puis, ce que vous voulez trouver, c'est le minimum global. Parce que c'est là que la fonction de perte va être la moins grande, et donc c'est là que votre réseau va être le meilleur. Ça veut dire qu'il est parfaitement capable d'être précis puis de comprendre c'est quoi le problème. Mais des fois, il peut être pris dans des minimums locaux, que je vais parler plus tard. Donc, ici, comment est-ce qu'on fait l'entraînement? Bien, il faut trouver le gradient de l'erreur. L'erreur est définie comme ça ici. Ici, c'est notre fonction de perte. Donc, on fait juste regarder c'était quoi qu'on voulait avoir, puis c'est quoi qu'on a eu, puis on fait la différence de ça. Puis en gros, quand on va le dériver, la seule chose qui est différente comparé à un perceptron, c'est juste qu'on va convoluer l'erreur avec le poids qu'on a au lieu de juste les multiplier. C'est tout. En gros, ça, c'est pas important pour vous parce que vous êtes en info, puis les maths, vous n'aimez pas ça. Rappelez-vous juste qu'on calcule le gradient de l'erreur à chaque fois qu'on donne une image. C'est la seule chose importante pour vous. OK. Donc, un autre layer qui est important avec les CNN, c'est les pooling layers. En gros, ce que ça permet, c'est, disons que vous avez une image 32 par 32, puis vous mettez un pooling layer de 2 par 2, mettons, ça va donner une image de 30 par 30. La chose que ça permet de rapetisser l'image, ça fait moins de paramètres à apprendre. Parce que si vous avez des gros filtres, bien, tant qu'à faire, rapetisse ton image, perd des informations, oui, mais ça va être des informations qu'on n'aura pas de besoin. Donc, en général, il y a deux sortes. Il y a le maximum pooling et le average pooling. Parce que dans la sortie de votre CNN, on va seulement prendre soit le maximum de la zone ou on va prendre la moyenne de la zone. Donc, si on prend l'exemple ici d'un truc par 4 par 4, puis qu'on fait un max pool de 2 par 2, bien, le max ici, c'est 6, ici, c'est 8, là, c'est 3, là, c'est 4. Fait qu'à la fin, votre petite image va être rendue une 2 par 2. Donc, c'est simple comme ça. Donc, c'est juste pour avoir moins de paramètres, puis que le réseau ne se focalise pas sur les pixels, mais bien sur ce qui est important. Parce que sinon, votre réseau, il ferait juste apprendre c'est quoi les pixels importants. Puis ça, on ne veut pas ça, parce que, mettons, si ce serait un pixel différent, puis il dit, bien, c'est plus ce que je pensais, bien, ça ne serait pas bon. Donc, les fonctions d'activation, en gros, c'est qu'à la fin de chaque layer de CNN, on va vouloir mettre une fonction non linéaire. Donc, une fonction non linéaire, c'est juste que ce n'est pas différentiel en un point. Puis ça permet de créer des fonctions plus compliquées. Parce que si on additionne des fonctions linéaires ensemble, on n'apprend rien. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Okay. Ça? En gros, une fonction linéaire plus une fonction linéaire, c'est une fonction linéaire. Donc, ça ne sert à rien.
Donc, si on prend l'exemple ici, qui est deux fonctions non linéaires, si vous voyez la dérivée pas définie là puis là, bien, si on les additionne ensemble, on peut créer une autre fonction. Celle-là a plus de chances d'être la bonne. Parce qu'une fonction linéaire, ça ne fait rien dans la vie, on a le même problème que le perceptron. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Aussi, il y a d'autres fonctions qui sont importantes, surtout pour la sortie. En gros, c'est que votre réseau, il va dire à plusieurs places, OK, ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chat. On voudrait normaliser ça pour avoir la vraie réponse. Donc, on va normaliser entre 0 et 1 la sortie. 2 secondes. Ouais, ça. OK. Ce qui est important avec les réseaux à convolution pour être des classificateurs, c'est qu'on a encore besoin des perceptrons multicouches vers la fin. OK? J'ai oublié d'en parler, excusez. C'est ça. Donc, vous allez avoir l'activation de votre réseau qui va progressivement devenir des petites images puis plein de filtres. Généralement, 128 filtres, c'est beaucoup. Puis là, ça, l'image, on va juste la flatten. On va faire un gros vecteur avec. Ça va donner un immense vecteur, je le sais. Ça ne va pas fitter dans votre RAM le trois quarts du temps, mais c'est correct. Parce que quand ça va fitter dans votre RAM, ça va être hot. Donc, vous rapetissez l'image jusqu'à ce que vous ayez assez de filtres pour que ça rentre dans votre RAM ou sur votre GPU. Ou sinon, vous rapetissez encore l'image puis vous oubliez des filtres, des choses comme ça. Donc, en gros, c'est quand on va passer de notre petite image à notre super grand vecteur, on va retourner au perceptron multicouche que j'ai parlé tantôt. Donc, ça va juste faire des décisions sur oui ou non. Donc, à la fin, ça va pareil apprendre des features, mais des features moins non reliées à l'espace, mais plus à l'activation des précédents layers. Donc, si on prend par exemple mon exemple de chat, comme toujours, mettons que notre image réagit au chat selon une certaine proportion, puis qu'on le flatten en vecteur, selon certains neurones qui s'activent dans le perceptron multicouche, on va pouvoir prendre des décisions pour dire jusqu'à combien de confiance que j'ai que c'est un chat ou si c'est un chien. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a deux nodes à la fin. Les deux nodes à la fin, ça va être nos classes. Okay? Comme dans tous les algorithmes de machine learning qui font de la classification, à la fin, on a notre nombre de classes, puis on a la proportion dans laquelle on croit que l'input appartient. Donc, c'est juste ça, c'est très simple. Mais ici, mettons, on a comme 2 d'output, puis l'autre, on a 1. On aimerait ça normaliser ça entre 0 et 1 pour avoir des probabilités que ça soit. Parce qu'on n'est jamais sûr à 100 que telle image appartient à telle classe. On n'est jamais sûr à 100 donc il faut faire des probes puis prendre celui qu'on pense le plus. Est-ce que ça va? Oui. Donc, c'est ça pour les CNN. Donc, en gros, tout ce que vous devez comprendre, c'est que ça réagit à des patterns. Puis, comme ça, on peut déterminer une image, c'est quoi. Donc, je vais passer à la partie optimisation. En gros, comme je l'ai expliqué tantôt avec la descente de gradient, c'est que si vous commencez ici et vous faites une descente de gradient tranquillement, donc vous faites juste suivre le gradient jusqu'à ce qu'il monte, vous allez atterrir ici. Genre, c'est plate, parce que la vraie fonction est là. Donc, à la place, ce qu'il faut faire, c'est des techniques avancées d'optimisation pour pouvoir passer les minimums locaux et arriver au minimum global. Il y a plein de façons de faire ça. Je vais en parler de une, qui est celle que je préfère, mais il n'y a pas vraiment... Ils sont toutes pareilles. Okay? Pas mal. Donc, ici, ce qu'un optimisateur va faire, comme vous voyez ici, c'est qu'il va sauter. Ici, c'est la fonction en 2D. Mettons votre fonction de perte. Ici, c'est le minimum global, vu de haut. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauter pour essayer de trouver le minimum global. Comme ça, il ne sera pas pris dans des minimums locaux, parce que ce n'est pas ça qu'on veut, c'est plate des minimums locaux quand ça arrive. Donc, je vais parler de RMS-Prop. Un truc cool de RMS-Prop, c'est que ça n'a jamais été publié. C'est une slide à l'Université de Toronto qui explique tout. Ça n'a jamais été publié, fait qu'il y a plein d'articles qui citent une slide. Genre, la slide 43 de George Hinton, c'est ça. Ça, c'est drôle, mais c'est comme le PowerPoint le plus cité au monde. Okay? En gros, RMS-Prop, ça a été fait en 2012, je crois. Donc, c'est plutôt récent. Puis dans ce temps-là, le monde a commencé à comprendre qu'une descente de gradient normale, ce n'était pas optimal pour ce qu'on voulait faire. Donc,
George Hinton a travaillé dans son coin sans le dire à personne, à part son équipe de chercheurs, puis il est arrivé avec une méthode RMS-Prop. À ce même moment-là, à l'université, une université aux États, il y a Ada Delta, qui est exactement le même algorithme à 3 différences près, qui ne sont pas vraiment importantes. Okay? Donc, c'est bizarre que 2 cheminements qui ne sont jamais parlés arrivent à la même solution, mais c'est les meilleurs. Fait qu'on accepte ça. Donc, en gros, l'idée de RMS-Prop, c'est qu'au lieu de se fier à tous les gradients qu'on a déjà vus, on va juste se fier au dernier gradient pour pouvoir sauter plus facilement dans notre fonction. Puis, si, admettons, votre fonction tranquillement devient plate, pour qu'ils réagissent beaucoup et qu'ils disent on approche d'un minimum, c'est peut-être pas le bon, on va comme ressauter ailleurs. Donc, en gros, c'est que chaque paramètre, les paramètres, c'est les poids, c'est les taux d'apprentissage. Dans un réseau de neurones, vous avez des millions de paramètres. C'est ça, un des principaux défauts du deep learning, c'est que tu as trop de paramètres à toi-même gosser dans ton coin. Et c'est pour ça que des fois, c'est extrêmement long. Trouver le bon taux d'apprentissage, trouver le momentum, trouver même le bon algorithme d'optimisation, des fois, passer 3 jours là-dessus. Okay? Parce que ce n'est pas défini. Votre fonction de perte, c'est une fonction totalement arbitraire. Donc, des fois, vous n'avez pas la bonne. Okay? Puis ça prend des mois à trouver la bonne. Donc, le principal défaut du deep learning, c'est que tu as beaucoup de paramètres à guesser, en gros. Donc, en gros, c'est juste qu'il va utiliser le gradient au temps t-1 puis le gradient t. Puis ici, on a notre erreur que j'avais parlé tantôt dans les CNN. Avec le gradient de l'erreur, ben, on peut changer les paramètres plus efficacement. Okay. Ici, c'est un petit GIF qui marche. Donc, c'est ça. En gros, ici, on a plusieurs algorithmes qui existent. Donc, ici, on va à RMS-Prop. Ada Delta, c'est vraiment, il est correct. Le bleu, c'est celui qui se fie à tous les anciens gradients. Donc, il fait une moyenne des anciens gradients. Là, vous êtes tout de suite, ben, ça ne marche pas. Ben, c'est vrai que ça ne marche pas dans le 3/4 du temps. Puis SGD, c'est le truc normal, descendre de gradient sans aucune intelligence. Okay? Donc, comme vous voyez ici, il y a Ada Delta qui va partir directement vers le minimum. Ici, c'est le minimum de la fonction qu'on suppose. Puis ici, ils sont pris à une place où, oui, la dérivée est 0, mais c'est un minimum local. Ce n'est pas la bonne place qu'on veut être. Okay? Donc, comme vous voyez, SGD puis Momentum, ils vont rester au milieu. Parce qu'eux, ils se sont dit, ben, le minimum, c'est 0. Moi, c'est terminé. Alors, ça doit être la bonne fonction. Parce qu'ils ne vont pas chercher plus loin. Mais si on voit des algorithmes plus intelligents, comme RMS-Prop, vous voyez qu'ils vont descendre tranquillement vers le minimum de la fonction. Donc, c'est ça les avantages d'avoir des bons algorithmes d'optimisation. Puis, c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement utiliser SGD sans y penser en disant, ben, c'est le premier, ça doit être le bon. Parce que toutes les librairies de deep learning ont SGD, mais c'est le premier dans la liste, mais prenez-le pas. Vous n'avez jamais. Bien, des fois, ça marche, mais s'il y a des minimums locaux, puis dans votre fonction, il y a des millions de minimums locaux que vous pouvez rester pogné dedans, bien, vous allez forcément aller dedans. Ouais, ici, c'est un sujet un petit peu plus avancé, mais je décide d'en parler parce que c'est à la mode ces temps-ci. Donc, ça s'appelle Dropout. En gros, c'est que vos neurones vont apprendre des patterns, okay, comme on l'a vu. Donc, progressivement, vos petits filtres, ils vont apprendre un pattern. Genre, ça, c'est une oreille de chat, ça, c'est une oreille de chien. Mais des fois, c'est que la décision se fait seulement sur quelques neurones qui sont surentraînés, qui, eux, connaissent l'input, puis ils savent déjà c'est quoi l'input, ils l'ont vu des millions de fois. Fait qu'eux, ils disent, ben ça, c'est un chien, puis je l'ai vu, ça fait 300 fois que je vois le même chien. Okay? Fait que là, ils disent, ben, c'est un chien. Donc, l'affaire qu'on va faire, c'est que, selon une méthode probabiliste, on va empêcher l'apprentissage de certains neurones pour que les autres neurones apprennent eux aussi pour pouvoir être plus général, genre mieux approximer la fonction. OK. OK. On va faire mes démos tout de suite parce que c'est le truc cool. Là, je pense qu'il faut genre... OK. Je vais commencer par la plus cool. En gros, c'est mon stage. Donc, j'ai fait un stage chez Miovision en Ontario, en partenariat avec l'Université de Sherbrooke. Puis eux, ce qu'ils font, c'est que dans une vidéo, ils veulent trouver des voitures. Donc, c'est simple. Ben, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Okay? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un réseau de neurones extrêmement grand, qui est, je pense qu'il fait 18 layers. Mais de nos jours, ce n'est pas très grand, parce qu'il y a des réseaux à 100 layers qu'on est capable d'entraîner en 2-3 jours.
Si on prend par exemple le joueur de Go de Google, il a pris 1 mois à entraîner, mais il y avait 200 layers. Puis il y avait juste des CPU, pas des GPU, parce que Google n'avait pas assez de GPU à leur donner. Ça, c'est drôle. C'est ça. Fait qu'à la place de dire, bon, on vous donne 300 GPU, on dit, on va vous donner 1 million de CPU. Mais un GPU, c'est à peu près 200 fois plus vite qu'un CPU. Donc, si j'ai roulé le réseau live, donc c'est sûr que ça ne va pas marcher. Genre, si ma carte graphique plante, là, ça va bien. OK. Yay. OK. Donc, ici, on a l'output, en gros, de notre réseau. Tout ce qui est rouge, c'est là où le réseau prédit qu'il y a une voiture. C'est assez simple, OK? Mais ça prend 3 jours à entraîner dans un dataset de 200 000 images de char. Donc, c'est très long à entraîner, puis nous, on utilise un serveur avec 4 titans X dessus, puis l'entraînement est distribué. Okay? Aussi, pour ceux qui veulent faire du deep learning, achetez pas une 1080. C'est pas bon. Je vais expliquer plus tard pourquoi. Donc ici, il roule sur ma carte graphique, qui est vraiment pas bonne, à date d'il y a 4 ans. Dans ce temps-là, le deep learning, c'était pas à la mode. Donc, elle supporte CUDA pour faire le deep learning, mais c'est tout. Okay? Elle est à peine plus vite qu'un CPU pour ça. Donc, c'est vraiment pas bon. Donc, ici, on voit qu'il trouve les voitures, mais il y a aussi des faux positifs. Mettons, ici, il pense que c'est une voiture, mais c'est du bruit. Ici, on voit des petits spots rouges sur la ligne ici. Donc, c'est qu'à quelque part, il apprend des choses qu'il ne devrait pas apprendre. Okay? Il a associé une voiture avec des lignes. Ça, c'est pas bon. Okay? C'est que dans les exemples qu'on lui donne, il y a souvent des lignes de circulation. Donc, quand la voiture est sur l'autoroute, il voit une petite ligne blanche, puis on lui dit c'est un char. Fait que lui, il va dire ah, c'est sûrement un char parce qu'il y a une ligne. Okay? Donc, ce qu'il y a overfit, qu'on appelle, c'est qu'il a trop appris de ces données. Ou, en gros, l'overfitting, c'est un gros terme pour dire en machine learning, il n'a pas appris la bonne affaire. Okay? Il est juste pas bon. Fait que là, je vais changer. La plupart des frameworks qu'on utilise, c'est en Python ou en Lua. En Lua, ils sont pas mal tous pareils. En gros, ça colle du C++ en dessous. Okay? C'est tout. Parce qu'à quoi ça sert Python? À coller du C++. Donc, ceux qui disent le contraire, vous n'avez pas raison. Donc, moi, la bibliothèque que j'utilise, c'est Keras. En gros, ça permet que le layer C++ en dessous, on ne sait pas c'est quoi. Et il y a 2 grands frameworks maintenant. C'est Theano, fait à Montréal, par Yoshua Bengio, ou TensorFlow, qui est fait par Google. Donc, vu qu'on est comme dans une incertitude de qui va gagner, le monde se font des wrappers autour des deux pour être capable de... Genre, si un jour, il y en a un qui meurt, genre Theano, au moins, tu as TensorFlow encore. Puis oui, Theano va mourir, je le sais. donc, pour définir un réseau, c'est ultra simple dans Keras, puis dans la plupart des API, c'est très simple. Donc, vous définissez votre modèle, puis après ça, vous voyez les layers de convolution, les max pooling, puis vous continuez comme ça. Donc, si on va plus bas, okay. Ici, il y a le flatten que je parlais. Donc, vous prenez votre grosse image rendu là, elle doit faire 16 par 16 avec 512 filtres, puis vous la mettez toute dans un énorme vecteur qui fait à peu près beaucoup trop grand. Okay. Donc, ça fit dans votre RAM, mais de justesse. Donc, quand je vais le rouler, pas celui-là, l'autre, vous allez voir, ça ne fit pas sur la RAM de mon GPU, puis ça ralentit énormément parce qu'il faut qu'il aille chercher dans ma vraie RAM pour trouver les informations, puis c'est très lent. Parce que si vous avez suivi le cours à Patrice, vous savez qu'aller en cache L3, c'est beaucoup trop long. Donc, ensuite, on fait les dense. Les dense, en gros, c'est juste des multilayers perceptrons, comme je vous ai parlé. Puis ici, on va le drop out, mais il ne sert pas à grand-chose. Fait qu'en gros, à la fin, il va aller dans 1000 classes. Ah oui! Ah non, okay, je suis bon. En gros, c'est un réseau développé par Google qui a 96% d'accuracy sur ImageNet. Là, je vais le rouler sur mon petit ordi. Là, je ne sais pas si ça va sortir du bon bord. Okay. Là, vous avez plein de logs en disant que ma carte graphique n'est pas bonne. Là, il est long à loader. En tout cas. Fait que, ça. Donc, en gros, ce que permet Keras, c'est juste de facilement créer des modèles et les tester facilement. Si vous avez des GPU à votre portée, mettons vous avez une Titan X qui traîne chez vous, par pur hasard, vous pouvez juste lui donner des petits réseaux de neurones qui va l'entraîner pendant 2-3 jours, ça va être correct. Parce que dans le machine learning, c'est vraiment long. Okay. En tout cas, dans le machine learning, ce qui est vraiment difficile, c'est trouver les données. Okay? C'est juste ça. 90% du temps, c'est trouver les données.
puis le reste, c'est de créer le modèle, le tester, puis écrire l'article. Vous avez passé beaucoup de temps à trouver les données. Mais, ah oui, c'est ça. OK. Donc ici, il y a un petit chat, cinquième image de Google, c'est tout. Et il n'est pas dans l'ensemble d'entraînement. Puis ici, je mets la classe que lui a dit. Donc, il a dit que c'est un chat. Donc, il a raison. Bien, il y avait une chance sur 1000 de la trouver, si ce n'était pas un réseau entraîné. Et si c'était random, il n'aurait pas trouvé. Puis, ensuite, j'ai le petit MNIST. MNIST, c'est un réseau que vous pouvez entraîner chez vous en 10 minutes. Okay? Même sur CPU, il prend une demi-heure. Puis, vous arrivez à 99 d'accuracy. Donc, c'est un petit réseau comme bien le fun. Ça permet de facilement montrer ça. Donc là, il va comme encore dire que ma carte graphique est poche. Puis, comme toujours, là, il va y arriver. Oui, non. OK. En gros, dans le deep learning, il y a 3 grands joueurs. Tu as Facebook, Google, puis Microsoft, un petit peu moins. En gros, Microsoft, c'est juste qu'ils sont arrivés en retard. Donc, c'est vraiment Google qui lead, puis Facebook qui sort des articles intéressants une fois de temps en temps. Si vous connaissez Google DeepMind, c'est la place de deep learning chez Google. Puis eux, c'est eux qui ont battu le joueur de Go. Maintenant, ils travaillent sur Hearthstone. C'était pas le bon. Misère. Excusez. Bon, là, ça va être le bon. OK. Donc, en gros, c'est ce que Google fait, c'est qu'il achète des petites compagnies qui ont 5 postdocs dedans, puis il leur dit « Écrivez-moi 10 articles pour la semaine prochaine ». En gros, c'est ça qu'ils font, mais vu qu'ils ont plein de cash, ben ça va. Là, j'ai-tu manqué, genre, l'image? Oui. Hein. Voilà, ouais. C'est sûr que j'avais pas marché, hein, parce que c'est live. Je sais. OK. Donc ça, on a un set. Ici, comme vous voyez, ça, c'est ce qu'on a feedé au réseau. Puis ici, vous avez toutes les classes qu'on a. Là, vous ne voyez pas bien parce que c'est écrit en caractère 12. Mais ici, toutes les classes ont 10 à la moins 6, moins 7, moins 9 de probabilité de l'être. Donc, c'est sûr que ce n'est pas ça. Mais on a un set ici que tu es sûr à 99 que c'en est un. Donc, c'est lui que tu vas dire, ben, c'est sûrement un set. Okay? Puis, c'est un set. Donc, c'est ça. Puis là, arrête-toi, s'il te plaît. Voilà, puis là, ma carte graphique, OK, cool. Donc, ici, c'est tous les articles que j'ai utilisés. Donc, en gros, si vous êtes plus intéressé, allez sur le subreddit de Machine Learning. C'est con, mais c'est ça la communauté de Machine Learning, c'est /r/machine learning. Parce que sinon, personne ne connaît ça vraiment. Si vous voulez suivre du monde sur Twitter, tu as Hugo Larochelle, ancien prof ici, qui est ultra populaire, travaille chez Twitter maintenant. C'est vraiment... Il a vraiment écrit des articles très intéressants sur des sujets plus avancés, que je vais peut-être parler un jour. Sinon, si j'ai des sites à recommander, il y a collab.github.io. En gros, c'est un ancien stagiaire chez Google. Puis ce gars-là, il s'est dit, ben personne ne connaît ça le deep learning. Ça datait de 2013. Il s'est dit, je vais faire des blog posts. Mais il est très bon pour expliquer ce qu'il fait. Puis après ça, ici, tu as le Keras, le site de Keras. C'est François Suchelet. Il travaille chez Facebook. C'est pas n'importe qui. Puis il y a un très bon cours, c'est le cours de Stanford, CS231N, que je vous suggère fortement pour le deep learning. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Là, j'ai un chat, je pense. Ouais. Ici, c'est un chat généré par un réseau de neurones. C'est ça. Allô, Jesse? Je ne sais pas si tu as touché à ça pendant ton stage, mais quand vous définissez votre réseau pour avoir des bons résultats, Ouais. comment c'est quoi votre processus pour décider quel layer vous allez mettre où? Est-ce que vous fiez sur des papers que tu sens assez au final? Ouais, la base, maintenant, c'est que tu as plusieurs personnes, des postdocs qui travaillent chez Google, qui sortent des modèles régulièrement. Mettons VGG16, VGG19, qui sont des très bons réseaux. Puis eux, ils ont des fermes de GPU. Ils ont des millions de GPU, puis ils disent, ben, essaye. Mais quand tu es une petite compagnie, tu n'as pas plein de GPU pour essayer. Il faut que tu sortes ton paper pour NIPS, qui est la semaine prochaine. Tu n'as pas le temps de faire ça. Okay? DAC, que je vous ai montré de mon stage, on l'a codé en 2 semaines. Okay? Puis pendant 2 semaines, il fallait prendre un layer, trouver la fonction, checker les paramètres, le bon optimisateur,
assembler le dataset. On a vraiment fait ça vite. OK? Donc, en gros, c'est qu'on se fie beaucoup sur des papers qui existent déjà ou des choses qui sont nouvelles. OK? Parce que dans le deep learning, c'est un field qui est extrêmement nouveau. Ça fait qu'il n'y a rien de prouvé, vraiment. OK? Toutes les techniques, mettons dropout, c'est pas prouvé. ReLU, c'est pas prouvé, mais vu que ça ressemble au cerveau, le monde se dit, bah, OK. Mais ça fait que pour des matheux, ben, le deep learning, vous n'aimez pas ça, parce qu'il n'y a rien qui est prouvé dans. C'est un field quand même ouvert. Donc, si vous voulez faire des thèses de doc, vous pouvez aller là-dessus. Puis prouver quelque chose. En gros, il n'y a presque rien de prouvé. Les CNN, c'est prouvé. C'est pas mal ça. Donc, c'est ça, on se fie sur des anciens papers. Puis après ça, tu as une idée à peu près sur quoi ta fonction de perte. Tu essaies de l'appliquer, de la tweaker pour que ça marche. Mais souvent, on a envoyé notre paper à NIPS. Puis le gars est revenu nous dire, ben, ta fonction de perte, genre, essaye ça, c'est sûrement meilleur. Puis nous, on n'y avait juste pas pensé, c'était un paramètre de plus. Puis on l'a essayé, puis c'était meilleur. Donc, des fois, c'est juste ta fonction de perte est mal définie, puis tu peux facilement augmenter ta précision juste en changeant ta fonction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. RMS, en gros, c'est comme j'ai dit, c'est juste que tu fais une espèce de moyenne, c'est pas vraiment une moyenne, de tes anciens gradients pour savoir vers où tu vas. Puis ensuite, dépendant si ton gradient est positif ou négatif, si tu descends, il va dire bah, c'est cool. Donc, il va updater les paramètres en disant continue dans cette direction-là, ça va sûrement être la bonne chose. Parce qu'en fait, avant, on n'avait pas d'optimisateur, donc c'est juste une descente de gradient conne. Okay? Donc, avec un multilayer perceptron, tu arrives à ton minimum local, puis c'est terminé. Donc là, le monde se sont dit, ben, avec des fonctions à des millions de dimensions comme un chat, ben, des minimums locaux, tu en entends. Fait que tu ne veux pas tomber dedans. Oui, c'est ça. En gros, ce que j'ai ici, c'est le gradient d'erreur que j'ai dit tantôt. Puis ici, il va checker la moyenne de tous les paramètres au temps t-1, plus le gradient de ce paramètre-ci au temps t. Puis après ça, ici, il update les paramètres pour le prochain tour selon une fonction genre qui ressemble à rien. C'est ça. Ça, c'est erreur. Je connais du monde qui essaie des fonctions d'optimisation en brute force. C'est genre, tu ajoutes des paramètres, tu en enlèves, puis il y a des chercheurs qui font ça, puis ils sortent 3 papers par année. Fait que, ils ne sont pas cités, mais en tout cas, OK, ça. Danny? Oui, je voulais savoir s'il y avait moyen d'invalider des données qui avaient, mettons, comme tu pensais que c'était comme l'anglais, par exemple. Oui. Oui, il y a 99% qui était sûr que ça allait Ouais. mais y a-t-il moyen de dire, pas de désapprendre à l'IA, mais de forcer de dire ça n'est pas un. Par exemple, les voitures que tu avais tantôt. Ouais. Les voitures détectaient les voitures, mais ils détectaient aussi les lignes. Y a-t-il un moyen de dire, ben les lignes, c'est pas des En gros, il faut que tu changes ton ensemble d'entraînement pour qu'il reflète mieux ces données-là. Donc, mettons, c'est que la ligne, c'est parce que dans les images qu'on y avait données, en disant qu'il y avait un char à ce pixel-là, ben, il y avait des lignes. Donc, c'était nous qui avons mal segmenté l'image pour dire c'est là qui est ton char. Mais il va regarder partout autour aussi. Puis, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut que tu trouves des exemples où il n'y a pas de ligne. Là, où est-ce que tu enlèves les lignes, que tu mets du noir, pour pas qu'il l'apprenne. Parce qu'en gros, c'est con, là. C'est pas un cerveau humain. Ça reflète un peu le cortex visuel de la façon que les CNN sont faits, mais c'est tout. Là. Donc, c'est pas capable de dire ça, c'est un char, mais il va beaucoup se fier aux trucs alentours aussi. Donc, il faut vraiment que tu trouves le bon ensemble. Par exemple, là, je travaille sur l'estimation de background. Puis, le gros problème, c'est que tu as un piéton qui reste de même pendant toute la vidéo. Puis, à la fin, il s'en va. Mais comment je fais pour lui dire ça, c'est pas le background, c'est juste parce qu'il reste là pendant 10 minutes? Ben, tu le sais pas, là. C'est quoi l'estimation de background? OK. L'estimation de background, en gros, c'est que vous avez une vidéo, donc avec des personnes qui bougent, whatever, puis vous essayez de prédire c'était quoi le background de cette vidéo-là. Il y a plusieurs méthodes qui existent qui ne sont pas reliées au deep learning, mais eux, ils réagissent fortement à s'il y a un arbre puis il y a du vent, il va dire que c'est le background, ben, que c'est pas le background, parce qu'il bouge. Fait que là, le monde se dit, ben, c'est pas du background. Donc, le truc avec le deep learning, c'est que dans un espace à des milliards de dimensions, bien, il doit exister une fonction qui dit, bien, si tu ne bouges pas trop, tu es sûrement comme dans le background pareil. Puis c'est un filtre qu'on ne veut pas apprendre nous-mêmes parce que c'est beaucoup trop long. Donc, on va dire au deep learning, fais-le à ta place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Quoi?
Oui. En gros, c'est que le 1080, il ne supporte pas le floating point 16. En gros, c'est que dans le machine learning, ce qu'on veut, c'est que ça soit vite. Fait que votre float avec 32 bits ou du 16, on s'en fout, nous. OK? Parce que tu vas perdre des décimales, mais ce n'est pas important. Fait quand la Titan X supporte le float 16, ce qui fait que ça donne des meilleurs résultats. Parce que compute des multiplications de matrices avec 16 bits ou 32, bien, ça va beaucoup plus vite en faire une à 32. Donc, c'est ça. En gros, le gamme de performance n'est pas tant grand, mais mettons que ton dataset, c'est des millions d'images comme dans ImageNet, bien, ça peut faire la différence entre une semaine et 4 jours de training. Okay. Puis, en gros, c'est ça qui est long, attendre que ton entraînement finisse. Puis après ça, tu vois que ça ne marche pas, puis tu es comme, cool. Mais tu recommences. Jesse. Mettons que tu dis que ça prend 3 jours pour une affaire, mais quand tu essaies de quoi, tu laisses finir combien de temps avant de te dire 2 minutes pour voir si c'est fini? En gros, c'est que tu regardes ta descente ta fonction de perte, puis quand tu arrives à un minimum, il va souvent stocker là. Fait que, si tu vois qu'il y a des algorithmes qui disent si une gradient remonte trop, arrête là parce que tu t'en vas sûrement dans le champ. Là. Donc, c'est ça qu'on fait. Ouais. Une fois que ton réseau est entraîné, est-ce qu'il y a un moyen de savoir comment il trouve la réponse? C'est juste comme, il trouve la réponse. Oui, je pense que je sais d'où vient ta question. En gros, c'est à la Commission européenne, ils viennent de mettre une loi qui dit que toutes les IA, il faut que tu expliques pourquoi ils font ça. Fait que là, Facebook est dans le marde, puis Google aussi. Parce que quand tu as une fonction à des millions de paramètres, ben tu peux pas. Tu sais, oui, tu peux essayer de suivre puis dire, ben c'est parce que tu avais un coin là, mais tu peux pas dire à ton utilisateur si tu avais un coin là, même. Donc, eux sont un peu dans le trouble, mais ça augmente l'effort des personnes pour dire, on va trouver pourquoi ça marche, puis pas juste dire, ben mon réseau de 18 layers a dit que tu n'étais pas bon, fait que tu n'es pas bon. Non, c'est ça. Comme je t'ai dit, c'est qu'il n'y a rien de prouvé pas mal dans le field. Fait qu'en gros, si vous ne voulez pas faire de business en Europe, genre le deep learning, c'est bien. Sinon, allez dans les arbres de décision parce que c'est des ifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Ben, merci beaucoup. J'aurais dû mettre... Attends.